Bien, bonjour à tous. Je vous propose de maintenir la tradition de commencer à l'heure. Donc aujourd'hui, le cours donc, de robotique va porter sur une séance que j'ai intitulée « Le corps et sa structure ». Je vais commencer par vous parler de la locomotion pour système anthropomorphe, locomotion humaine et humanoïde, explorer un certain nombre de fondements calculatoires. Et le professeur Pfeiffer de l'Université de Zurich vous parlera ensuite d'un très beau titre, « Comment le corps façonne la manière de raisonner ». Bien, avant de commencer, je voudrais vous donner quelques éléments d'information, et en particulier celui-ci. J'ai ajouté un cours le 2 avril à 17h, qui est un petit peu un défi, puisque l'équipe à laquelle j'appartiens à Toulouse, au CNRS, va faire le déplacement jusqu'à vous, au Collège de France, mais accompagné du robot humanoïde HRP2. Et nous allons faire une session spéciale, il n'y aura pas de séminaire, elle commencera à 17h, que j'ai intitulée « Anatomie d'un robot humanoïde, la leçon de choses ». C'est-à-dire, vous aurez le robot là sous les yeux. Vous aurez le robot sous les yeux et on fera des expérimentations en direct. Donc c'est là où il y a une grosse prise de risque qui nous permettra un ensemble de démonstrations qui nous permettront d'illustrer un certain nombre de concepts qu'on a vus dans les cours précédents, tels que la redondance du système, le sous-actionnement, les notions de degré de liberté, d'espace des configurations. Voilà. Donc quelque chose qui sera aussi très vivant, puisque ça sera un cours, mais qui sera constamment entrecoupé de démonstrations sur le robot réel. Vous pourrez le toucher, vous pourrez interagir, vous pourrez poser vos questions en live. On fera quelque chose d'assez vivant. Donc notez-le pour ceux que ça intéresse, le 2 avril, donc à 17h. Ensuite, le 2 mai, j'organiserai un colloque donc sur toute la journée du 2 mai, que j'ai intitulé « Robotique et santé ». Donc ce colloque sera ouvert par une allocution du professeur Dubousset de l'Académie nationale de médecine, qui est un clinicien pur, lui, ce n'est pas du tout un ingénieur, mais qui a une très très grande pratique de collaboration avec les ingénieurs, et qui fera donc cette allocation d'ouverture, et suivront 8 exposés donc, de chercheurs spécialistes français en robotique médicale. Donc, si vous voulez, ce colloque-là creusera un point particulier, un champ d'application qui a été évoqué déjà dans ces cours. Donc, le rapport de l'innovation en robotique, l'apport de la robotique dans le domaine de la santé. Je vous rappelle ce que vous savez aussi, le colloque de clôture, donc le 12 et 13 juin, avec les meilleurs spécialistes mondiaux de robotique qui ont tous confirmé leur présence. Bien. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet de la séance d'aujourd'hui, je dois faire un mea culpa. Il semblerait que ça soit un petit peu à la mode en ce moment. Donc, il y a eu deux erreurs qui ont été commises lors de mes précédents cours. Donc, voici les corrections. La première erreur est dans cette figure, dans le cours du 13 février, pour ceux qui l'ont suivi. Alors, qui a trouvé l'erreur? Allez-y, j'ai entendu des oui. Oui, vous l'avez trouvé? Ah, vous savez qu'il y en avait une. Non, mais il y a une erreur, là, vous pouvez, rien que là, en réfléchissant, pour ceux qui ont bien suivi, vous pouvez la trouver. Bravo. D'accord? Regardez, les roues avant de la voiture sont tournées vers la droite. Et oui, non, mais c'est... Détail, diront certains. Non, la figure de gauche était fausse. Et on a vécu avec quand même pendant quelques autres cours. Le cours du 5 mars, quand j'ai parlé de commande optimale d'un robot mobile à 2 roues motrices, je vous ai dit que les trajectoires optimales étaient faites d'une séquence de clotoïdes et de développantes de cercles. C'était correct. Mais je vous ai dit que les clotoïdes étaient réalisés par des accélérations égales sur les 2 roues motrices du robot, tandis que les développantes de cercles étaient réalisées par des accélérations opposées, de signes opposés,
sur les 2 roues du robot. C'est faux. D'accord ? La clotoïde est réalisée, bien sûr, avec des accélérations opposées, tandis que les développements de cercle sont réalisés par des accélérations. Bien. J'ai l'impression que ça ne vous a pas empêché de dormir. Bien, bon, alors cette fois, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc sur la locomotion humaine et humanoïde, et donc présenter un certain nombre des fondements calculatoires. Alors, vous vous souvenez, mon leitmotiv de la définition de la robotique traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur, les 2 fonctions du mouvement étant se déplacer et manipuler. Alors, on avait vu, quand on a parlé de l'action anthropomorphe, c'était le 6 février, on a parlé de ces notions de posture, de placement et d'espace moteur. Alors, souvenez-vous, les postures sont définies par les variables angulaires internes du corps, qui vont vous définir la posture que le corps prend dans l'espace, tandis que vous avez 3 variables qui sont les variables x, y et θ qui vous définissent le placement de l'individu dans son rapport au monde, qui vous dit je suis ici et je ne suis pas là-bas. Bien, donc l'espace qu'on a appelé ensuite espace des configurations, qui réunit l'ensemble de ces variables, quand on a fait le lien avec l'espace moteur, on a constaté qu'on n'avait pas de moteur en tant que tel qui nous permettent de faire varier les variables x, y et θ. C'est-à-dire que les moteurs du corps humain, les degrés de liberté interne, n'agissent que sur l'espace des postures. Et ce n'est que indirectement que par l'espace des postures, on peut faire varier les variables de placement. Et c'est ce qu'on a appelé, donc on avait laissé ce point-là en suspens, vous vous souvenez, puisqu'on avait principalement focalisé sur le problème de la redondance des systèmes, et on avait dit, bien, on étudiera cette flèche-là plus tard, bien, c'est aujourd'hui, donc c'est la locomotion. La locomotion est précisément la fonction qui va lier l'espace des postures à l'espace des placements. Et donc, du fait que nous n'avons pas de moteur spécifique pour faire varier directement ces variables x, y et θ, on dira que l'homme est sous-actionné. Voilà, donc ça, c'est les données du problème. L'homme est sous-actionné et la locomotion, c'est cette fonction qui lie les postures et les placements. Bien, alors vous comprenez bien que c'est une fonction qui est essentielle pour la robotique humanoïde, mais vous allez voir que le cours tel que je l'ai structuré va reprendre une idée qui était présente dans ma leçon inaugurale, qui était cette espèce de dualité entre faire et comprendre. C'est-à-dire, si j'étudie la locomotion pour un robot humanoïde, en tant qu'ingénieur, je vais peut-être dire des choses pertinentes sur la locomotion humaine. Et de la même manière qu'en sciences de la vie, les biomécaniciens ou les neurophysiologistes qui s'intéressent à la locomotion humaine, peut-être qu'ils pourraient nous être utiles pour mieux comprendre comment faire marcher des robots humanoïdes. Donc, ce que j'ai présenté comme étant une tension entre le faire du roboticien et le comprendre du chercheur qui travaille aux sciences de la vie, bien, vous allez voir, là, ça va être parfaitement illustré, parce qu'on va parler de sciences de la vie et puis de 2 domaines d'ingénierie qui sont la robotique et l'animation graphique. Donc voilà, exactement. On va parler, tout d'abord, on va essayer de voir quel rapport il peut y avoir entre un homme qui marche et une voiture qui roule, donc le caractère non holonome des fonctions de locomotion. On appliquera ensuite, pour mieux comprendre la génération des trajectoires locomotrices, on verra que des approches qui postulent au départ qu'il y a un principe d'optimalité qui est sous-jacent à la manière dont nous déplaçons, bien on verra que ce principe d'optimalité-là donne des résultats qui permettent de mieux comprendre la locomotion humaine, mais non seulement ça, qui vont permettre à un robot humanoïde de se déplacer d'une manière relativement naturelle. Et enfin, on parlera d'imitation, où là, ça sera une technique de l'ingénieur, simplement, pour savoir comment, en gros, Pixar ou Sony Pictures ou Walt Disney utilisent ces techniques ou des techniques pour faire évoluer leurs petits personnages dans des dessins animés. Bien.
Alors allons-y, se déplacer. Se déplacer, eh bien, je vais commencer par un hommage à la roue. Voilà, voilà une roue. Une roue, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein, pourquoi? Parce que ça tourne. Hein, et puis surtout, sa grande fonction, c'est que ça se déplace. Alors on va essayer de comprendre quelle est cette magie. Imaginez que cette roue qui tourne, vous la transformez là maintenant en yo-yo. Hein, vous voyez, c'est une espèce de yo-yo. Bon, alors ça monte et ça descend, mais ce n'est pas ça. Ça tourne au bout d'un fil. Si vous la laissez comme ça dans l'espace, la roue, vous vous êtes bien rendu compte qu'il ne se passait pas grand-chose. Elle tourne dans le vide. Hein. Mais posez-la sur le sol, et elle se déplace. Je ne sais pas si vous voyez le miracle là, qui se passe. On passe d'un mouvement qui est un mouvement en rotation en un mouvement en translation. C'est extraordinaire. Mais c'est pourtant bien ce qu'on va faire. Enfin, n'anticipons pas. Donc la locomotion, en fait, je vais poser le problème de la locomotion de cette manière. C'est comment transformer les jambes en roues. Hein? En fait, c'est ce qu'il faut faire. Alors on va commencer doucement. On va commencer par prendre un bip-bip. Vous connaissez le Roadrunner de Chuck Jones? Hein, c'est la Warner Bros. Là. Voilà. Dans ces dessins animés, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est un petit animal, là, le Roadrunner, qui marche très très vite. Hein, alors pour marcher très très vite, Chuck Jones, avec 21 images en gros par seconde, hein, c'est ça, dans un dessin animé. Hein, voilà. Mais s'il veut le faire marcher vraiment très très vite, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait un artifice hein, pour montrer qu'il marchait très vite. Il le dessinait comme ça. Non? Il le dessinait comme ça dans les dessins animés. Hein, vous savez? Et là, maintenant, regardez, une fois que vous le dessinez comme ça, oui, ben c'est vrai, si vous le transformez en yo-yo, ben, regardez, là, vous le mettez sur le sol, et hop. Hein? Donc là, Chuck Jones a réussi à transformer les jambes hein, du bip-bip en roue, d'accord, qui lui permet de se déplacer. Alors finalement, est-ce que l'homme, ça ne marcherait pas pareil? Alors j'ai pris une image là d'un travail des années 80 donc, par Alain Berthoz et Thierry Pozzo, qui se sont intéressés donc, à la locomotion humaine et qui ont mis en évidence le rôle central que jouait la tête dans le contrôle, disons, de la locomotion. On y reviendra tout à l'heure. Mais je vais faire le même montage. Imaginez que vous accrochiez un homme qui marche, comme ça, au bout d'une ficelle. Hein, et vous le laissez, faites marcher comme ça. Ben, posez-le sur le sol, ben, vous voyez bien qu'il se déplace. Donc le miracle de la locomotion, c'est quand même de transformer ces mouvements cycliques qu'il y a sur les jambes, qui n'utilisent que des degrés internes, les fameux Q1, Q2, il n'y a rien qui contrôle les variables θ, mais simplement par le fait qu'il y a une relation de contact entre les pieds et le sol, comme la roue qui roule, en faisant ce mouvement cyclique, vous avancez. Donc la meilleure manière de marcher reste, d'après cette théorie, de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Mais ça, on le savait. Hein, il ne faut peut-être pas venir assister à une conférence au Collège de France pour se rappeler que la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Hein. Mais l'essence est bien là. L'essence est bien là. Hein. Voilà. Alors donc, il est quand même assez naturel, si on présente les choses comme ça, de se dire, mais alors la roue, vous vous souvenez, c'est cet objet merveilleux qui va donner naissance à la voiture. Alors j'ai fait une analogie avec l'homme qui se déplace comme ça, mais vous vous souvenez que la roue, on a beaucoup insisté, la roue, elle est soumise à cette fameuse équation différentielle de non-honolomie qui dit que la tangente à la trajectoire est portée par la direction de la roue. Hein,
cette fameuse erreur que j'ai faite là tout à l'heure, hein, qui était, bon, ben voilà, si vous prenez le point milieu des roues arrière, la direction de la voiture doit être tangente à la trajectoire. Vous n'avez pas de trajectoire qui aille comme ça. Alors, si l'homme est une roue, est-ce que c'est pareil? Alors ça a été le sujet d'une collaboration qui a commencé précisément avec le professeur Alain Berthoz, ici au Collège de France, où on s'est posé la question de savoir si l'homme était non holonome ou pas. Apparemment, là, je donne toutes les intuitions pour qu'il le soit. Et de fait, il l'est, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, pourquoi? Parce qu'il faut commencer par placer l'homme dans l'espace. J'ai toujours laissé entendre qu'il y avait 3 variables de placement, x, y et θ. Donc, c'est x, y et θ, vous fixez un point sur le sol, et on vous fixe une orientation. Mais quoi? L'orientation de mon pied gauche, de mon pied droit, de ma tête, comme ça, de mes épaules. Enfin, j'ai beaucoup de repères corporels que je peux considérer. Alors là, je vais vous montrer un certain nombre de résultats donc, que nous avons développés. Alors, c'est là où on voit que la richesse de la thématique et où on voit que c'est vraiment une recherche pluridisciplinaire, puisque ce que je vais vous raconter a été à la fois publié dans le European Journal of Neuroscience et dans Autonomous Robots. Donc un journal spécialisé dans la robotique, un journal spécialisé dans les neurosciences. Et vous regardez, les auteurs sont à peu près les mêmes. Hein. Donc Alain Berthoz et moi-même, plus nos étudiants de l'époque. Alors bon, donc l'idée de base, c'est que, en gros, jusqu'à présent, pour les neurophysiologistes qui étudiaient la locomotion humaine, avaient un protocole qui consistait à dessiner des trajectoires au sol et à faire suivre au sujet ces trajectoires dessinées au sol. Mais maintenant que vous êtes des spécialistes de la non-autonomie, vous savez très bien que si vous dessinez une trajectoire au sol et si vous demandez à quelqu'un de la suivre, vous ne dessinez au sol que des positions. Mais si vous me demandez de suivre une trajectoire comme ça, spontanément, je ne vais pas me mettre à la suivre comme ça. Je vais me mettre à la suivre naturellement comme ça. Donc la position que vous avez donnée sur le sol me force, d'une certaine manière, le choix de mon orientation corporelle. Le choix de mon orientation corporelle m'est imposé. Souvenez-vous, la platitude des systèmes. Hein, l'information sur la position, hein, par dérivation, vous donne nécessairement l'orientation corporelle. Alors si vous faites ça, ben vous bridez le sujet, vous l'empêchez de faire comme il veut. Alors non, mais alors comment on peut faire de l'expérimentation sans dessiner des trajectoires au sol? Eh bien, on va simplement demander au sujet d'aller quelque part, hein, d'aller à un point fixe avec une orientation fixe. Donc, d'entrée de jeu, un problème de méthodologie. Alors, quelle est la méthodologie que nous avons mise en place? C'est celle-ci. On va observer des sujets qui vont aller, à qui on va demander de passer à travers une arche. Vous voyez ici, donc une arche symbolisée comme ça, donc, où on pourra définir la position de l'arche très précisément dans l'espace, et puis on pourra faire varier son orientation. Hein, et si je vous demande de passer dans l'arche, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez traverser cette arche-là. Alors imaginez que vous êtes en train de franchir une porte. Il faut que vous soyez en face de la porte et que vous la franchissiez. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, il va falloir enregistrer des données. Enregistrer des données, c'est bon, on a la technologie qu'il faut pour ça. On a été dans un studio de cinéma parce qu'on voulait un espace qui était très, très, très grand ici. Et puis, vous avez eu, on a équipé le sujet avec des balises réfléchissantes éclairées par des caméras infrarouges. Ici, on a observé toutes ces trajectoires-là. Donc, on avait toutes les données. Donc, c'est les techniques classiques de capture de mouvement. C'est celles qui sont utilisées dans le cinéma. On le verra un peu plus tard. Donc voilà, donc on va dans un grand espace comme ça, on demande ça, voilà. Et le protocole, donc, au lieu de suivre une trajectoire fixe, l'idée c'est d'atteindre la position, un but défini en position et en orientation.
Donc vous voyez, déjà, d'un point de vue méthodologique, je n'ai rien dit. J'ai dit simplement, et faites attention, si on veut étudier les sources un petit peu cognitives de la formation des trajectoires locomotrices, bon, il ne faut pas imposer des variables très indirectement à travers des modèles comme ça. Bien. Alors, on ne va pas faire qu'un seul exemple, bien sûr. Hein. On va essayer de construire ce que des automaticiens vont appeler l'espace d'accessibilité. C'est-à-dire, on va échantillonner l'espace, vous voyez, par plein de points, comme ça, et puis à chacun, donc cet espace-là, et c'est pour ça qu'il fallait vraiment un très grand studio de plusieurs centaines de mètres carrés pour faire ça. Vous ne pouvez pas le faire dans un petit espace très, très confiné. Il faut que vous ayez la liberté de prendre la trajectoire que vous voulez, et puis à chaque position, eh bien, on va positionner l'arche, ici, cette arche-là, et puis il y avait un petit système astucieux là, qui permettait très vite de changer très précisément son orientation de 120 degrés, vous voyez, avec les degrés. Voilà. Donc les buts définis, et puis bon, bien, on va enregistrer des trajectoires. Mais les trajectoires de quoi, en fait? On va enregistrer les trajectoires de toutes ces balises, ça c'est clair. Hein. La technologie va nous donner les informations sur les trajectoires très précises de ça. Mais il va falloir transformer ces trajectoires-là pour essayer de les synthétiser dans un repère. Et quel repère on va prendre? Quel est le repère quand même qui rendrait le mieux compte de cette espèce d'intuition que la marche est un phénomène non holonome, hein? Alors on étudie 3 repères. On va essayer d'étudier 3 repères, la tête, les épaules et le bassin. Sans aucun a priori, hein, on va observer ces valeurs-là. Donc on enregistre tout ça, et puis le roboticien, moi, très naïvement, je pensais qu'un ou 2 essais avec mon étudiant, ça suffisait, hein, ça aurait suffi. Non, et là, le neurophysiologiste, donc le professeur Bertos, travaillant avec moi, me dit non, il faut faire ça vraiment avec des protocoles, et ces protocoles-là font intervenir différents sujets qu'on sait qualifier, enfin, etc. Bien, bref, il y a eu une semaine d'enregistrement d'une base de données très conséquente qui nous a permis donc d'enregistrer pendant une semaine 6 sujets. Au total, on a eu plus de 1400 trajectoires, plus de 14 km de données. Hein. Alors, donc, voilà certains exemples. Hein. Donc, vous voyez, ici, on voit bien le sujet parti de là, puis on lui a demandé d'aller là avec cette orientation, d'aller là avec cette orientation. Alors ces arbres-là, si vous voulez, sont coupés avec une orientation constante. Ils ont tous la même orientation finale. Vous voyez, donc c'est très joli. Voilà. Voilà. Donc là, on a une base de données. On n'a rien fait pour l'instant. Hein. On a simplement une base de données. Mais si notre théorie ici rend compte de ces 14 km de données, on sera peut-être en droit de conclure que ce qu'on dit là-dessus n'est peut-être pas si faux que ça. Hein. Donc voilà comment on progresse. Donc premier élément, ça va être l'analyse statistique qui va montrer que, eh bien, effectivement, on marche tous à peu près de la même manière. Donc il y a une stéréotypie, c'est-à-dire que les trajectoires locomotrices qui sont utilisées ici par un sujet donné, en fait, vous marchez comme lui, je marche comme lui, il y a très très peu d'écart dans les différentes trajectoires suivies. Donc là, vous voyez, il y en a un petit peu ici, mais très très peu, c'est-à-dire en analyse statistique, on fait tous à peu près la même chose. D'accord ? Bien, donc ça, c'était le premier élément au niveau de méthodologie qu'il fallait vérifier. Deuxième élément, donc on revient au fameux repère corporel. Est-ce que finalement, là, ce qu'on va essayer de comparer, alors ces courbes-là sont peut-être un petit peu délicates à comprendre, mais il faut bien insister, hein. Qu'est-ce qu'on cherche à voir? On cherche à comparer la tangente à la position du repère avec l'orientation de ce repère. Vous voyez, hein, ça, comprenez bien ici. Si je fais ce mouvement-là, vous voyez, ce mouvement-là, comme ça, hein, je marche l'ample. Donc la trajectoire que j'ai suivie, c'est-à-dire en position, c'est cette trajectoire-là. Si vous prenez sa tangente à cette trajectoire-là, ça vous donne une direction qui est comme ça. Mais alors que mon orientation corporelle est comme ça. Donc elles sont à pi sur 2. On sera
non holonome si cet angle-là est égal à 0, c'est-à-dire si les deux courbes se superposent correctement. Oui? Bien. Alors on regarde, donc on prend ici la tête. Alors vous voyez la tête, vous avez ici la trajectoire suivie par la tête, et là vous avez l'orientation de la tête. Hein, vous savez qu'on a pu, grâce à toutes les balises et tout, savoir comment était dirigée la tête. Là vous avez les épaules, d'accord, avec la tangente aussi, et là le bassin. Donc ici, en bleu, on indique la tangente à la trajectoire, et en noir, l'orientation du segment corporel qu'on observe. Orientation de la tête, orientation en noir ici des épaules, orientation en noir du bassin. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que les deux courbes ne correspondent pas du tout pour la tête. On va y revenir. Pour le bassin, on sent bien qu'il y a une oscillation. Oh, c'est compréhensible, hein. Hein, vous voyez bien, si j'exagère vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas très stable. En revanche, ce qui est beaucoup plus stable, c'est au niveau, effectivement, des épaules. Vous avez une parfaite superposition entre la tangente à la trajectoire des épaules et l'orientation des épaules. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est difficile de tromper par le positionnement des épaules la trajectoire que vous allez suivre. Alors il paraît que c'est assez connu par les sportifs. Je ne suis pas sportif, mais par exemple au rugby et tout. Au rugby, vous sentez bien que si vous voulez feinter quelqu'un, vous regardez par là pour partir par là. Ça, c'est facile, donc vous tournez la tête là. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de tourner les épaules comme ça et puis partir dans l'autre direction. Et il paraîtrait qu'il y a des techniques où il ne faut pas regarder la tête de votre adversaire, il faut regarder ses épaules pour anticiper l'endroit où il va partir. Bon, il paraît que c'est connu. Bon, nous, on le redécouvre avec des modèles un petit peu sophistiqués. Alors, les épaules, donc, en fait, sont le bon repère qui vont effectivement traduire la non-honomie, et ça marche sur la plupart des trajectoires. Donc, on marche bien, en gros, comme si on avait des roues, hein, pour reprendre l'analogie du début. Donc les épaules sont bien non holonomes. Mais la tête ne l'est pas. La tête ne l'est pas, et là, il y a quelque chose d'un petit peu troublant qu'on a creusé, qui a été creusé, et en fait, l'explication, cette apparente contradiction, trouve des explications. Alors, si vous prenez des trajectoires relativement simples, comme celle-ci, par exemple, vous ne verrez pas apparaître le phénomène. Hein, comme là, sur ces trajectoires comme ça, vous ne verrez pas apparaître le phénomène. Le phénomène apparaît effectivement dans des situations un petit peu comme ça, qui se comprennent très bien. Regardez, le sujet part d'ici, et il doit aller à cette position avec cette orientation-là. Hein, la porte est dirigée comme ceci, il doit continuer comme ça. Alors, que fait le sujet? Le sujet, eh bien, de manière assez naturelle, ancre son regard sur le but à atteindre. Mais en même temps, il a un mouvement d'anticipation de son orientation, c'est-à-dire que ce que le sujet ne fait pas... Alors allez, je vais faire l'expérience. Donc, je pars d'ici, hein, et je dois aller donc à une position qui est comme ça. D'accord? C'est comme ça, en partant d'une position qui est comme ça. Ce que je pourrais faire de manière robotique, tout simplement, c'est quoi? C'est dire, je dois aller là-bas, ben, très bien, tac, alors donc je fais mon mouvement comme ça, je vais là, et puis après on m'a demandé de m'orienter comme ça. Voilà, donc je répète, je pourrais parfaitement faire ça, et puis ça. Bon, ce qu'il y a, c'est, on sent bien que ce n'est pas naturel. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois aller là, mais je vais lisser ma trajectoire. Je vais lisser ma trajectoire pour qu'elle soit assez confortable. C'est-à-dire que de manière assez naturelle, je vais partir sur la droite pour me dégager, là, faire un bon virage bien là, et puis m'amener à cette position-là. Alors on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond, mais pour l'instant, on fait ça, et
ce faisant, mes épaules, si vous voulez, trahissent la tête. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mouvement de rotation de la tête par rapport aux épaules. Les épaules vont anticiper alors que la tête maintient son regard sur le but. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu troublant. Mais en fait, le professeur Berthoz, avec son équipe, a creusé le problème et il a été jusqu'à enregistrer les variables du regard. Alors voilà, donc ça a été publié donc en 2010. Au système de capture de mouvement, qui était classique, où vous voyez toutes ces petites balises ici, hein, qui sont suivies, il a couplé donc son système de capture de mouvement avec un système de capture du regard. Alors ça existe, hein, ces petites lunettes là, qui vous permettent de vérifier où vous regardez. Et donc, il a enregistré des trajectoires, alors qui ne sont pas des trajectoires intentionnelles à but comme ça, qui sont simplement des suivis de trajectoires, mais là, ça nous est complètement égal par rapport à notre propos. Hein, le problème, c'est au-delà de la pure construction de l'espace d'accessibilité de la fonction locomotrice. Ici, c'est simplement essayer de comprendre quel est le rôle du regard, et regardez ce qui se passe. Donc, vous avez ces très jolies images où vous pouvez non seulement enregistrer toutes les données du corps et de tous les segments corporels pendant que la personne marche, mais en plus, vous pouvez enregistrer le point sur le sol que la personne est en train de regarder. Donc là, vous avez, en plus du repère tête, épaule et bassin, vous avez le regard. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour des trajectoires comme ça? Vous voyez ces courbes-là, qui se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes simplement à un décalage près. Il y en a une qui démarre avant, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Eh bien, tout simplement, vous avez une cascade ici, où c'est le regard qui anticipe, puis la tête, puis les épaules, puis le bassin, etc. D'accord ? Donc, il n'y a pas de contradiction a priori avec ce phénomène qui s'est posé là. Simplement, du fait que la tête anticipe, elle se libère de la contrainte de non-autonomie que les épaules, elles, tendent à suivre. D'accord ? Donc voilà un travail, vous avez vu, hein, encore une fois, on est parti hein, de l'analogie entre la roue et la marche pour creuser ça, et on arrive à quelque chose qui est relativement naturel, hein, d'une certaine manière, qui montre qu'il y a des fonctions cognitives à l'œuvre hein, dans le contrôle de la locomotion. Bien, alors, maintenant je vais vous poser une question, c'est comment allez-vous? Et essayez de développer cette question-là pour vous parler de la forme des trajectoires locomotrices que vous utilisez. Hein? Comment allez-vous? Vous avez compris Alors pour ça, je vais partir vous exposer des travaux relativement récents. Donc, nous avons effectué avec ma collègue de l'université d'Heidelberg, Katia Mambor. Alors voilà ce qui se passe. Quand vous marchez dans la neige, vous laissez une trace dans la neige. Hein, voilà. Donc là, ce sont deux étudiants, c'était en décembre 2010. Voilà, qui, pour illustrer ça, montrait que, ben voilà, on a des traces laissées, vous pouvez dessiner une trajectoire. C'est cette trajectoire-là qui a été suivie pour partir de cette position et passer entre les deux arbres. Donc on retrouve, là, on revient à mon problème de passer à travers une arche. D'accord ? Bien, alors la question, c'est pourquoi cette trajectoire? Bon sang, il aurait pu très bien prendre cette trajectoire bleue ou celle-ci. Pourquoi celle-là? Reconnaissez que ça serait assez raisonnable là, de prendre ça ou ça. Vous avez une multitude de choix. Rappelez-vous, c'est une forme de redondance. Hein, alors pourquoi celle-ci, bon sang? Hein, ben, encore une fois, pour aller de là à là, je pouvais très bien faire ça et puis faire ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Oui? Alors, ça, c'est effectivement un principe d'optimalité. On va faire cette hypothèse. Hein, on va faire cette hypothèse-là qui est de...
on essaye d'optimiser un critère. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas ce critère. Et donc là, on a un très joli problème qui est nouveau pour l'ingénieur. L'ingénieur, traditionnellement, il a un problème de commande optimale. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, vous avez un système, hein, vous avez des coûts, vous devez aller là-bas, eh bien, prenez la politique optimale. Hein, c'est trouver les entrées qui vont vous optimiser ça. Alors ici, c'est calculer une trajectoire optimale. Ici, c'est en fait un problème de commande optimale inverse, dans ce sens qu'on a la solution, elle est sous les yeux. Elle est sous nos yeux. On part d'ici, on veut aller là, on observe que, eh bien, on dit, ça c'est une trajectoire optimale. Mais optimale en quoi? Et mon problème, c'est de trouver le coût. Donc vous voyez, les problèmes d'ingénieur classique, c'est problème de commande optimale. J'ai un système, j'ai un coût à optimiser, j'ai un but à atteindre, il faut que je trouve la trajectoire optimale. Ici, j'ai un système, j'ai la trajectoire optimale, mais je ne sais pas en quoi elle est optimale. Il faut que je trouve. C'est pour ça qu'on l'appelle le problème de commande optimale inverse. Alors, on a mis en place un modèle, il faut commencer par ça, et c'est un modèle, a priori, qu'on retrouve non holonome, le modèle de la voiture. En fait non, on a été plus riche, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait d'hypothèse de non-honolomie, c'est-à-dire qu'on a accepté qu'il y ait une vitesse orthogonale, vous voyez, comme ça, ce qui n'est pas utilisé. Ce qui n'est pas utilisé, si, ça l'est quelquefois. Hein. J'ai dit que la locomotion, c'était non holonome. Ça, c'est très bien. Vous êtes non holonome quand vous allez chez le boulanger chercher un croissant. Mais si vous êtes chez vous, là, dans la cuisine, hein, en train de faire la vaisselle, et puis vous avez besoin d'aller prendre quelque chose qui est juste dans le placard à côté, vous n'allez pas faire comme une voiture, une marche arrière comme ça, très lisse, et puis revenir en marche avant et faire ça. Hein, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un mouvement qui est comme ça. Ah ben c'est ce mouvement-là, justement, qui est interdit pour la voiture. Oui, mais pour vous, c'est autorisé. On n'est pas des roues, ce n'était qu'une image. Hein. Donc il y a des moments où ça apparaît. Oui, mais quand? Voilà. Donc on va prendre un modèle complet. Hein, on va prendre un modèle complet, puis on va essayer de voir ce qui se passe. Et donc on retrouve, si vous voulez, toutes ces équations-là qui sont assez naturelles, donc le x, y, ce que j'ai appelé θ qui est devenu un phi ici, et puis avec les commandes possibles qui sont les vitesses tangentielles, la vitesse en rotation, donc c'est au niveau des accélérations ici, et puis l'accélération orthogonale, dont on pense que... Bon, voilà. Et puis on essaye d'exprimer un coût, principe de moindre action, donc un coût énergétique, mais on ne sait pas très bien. Bon, ça semble assez raisonnable de partir sur cette base de fonction. D'accord, ça semble raisonnable. Je ne parle pas d'absolu. Hein, voilà, ça semble absolument raisonnable. Et puis, on a introduit alors une variable particulière qu'on appelle l'angle de gisement, qui est très connu des navigateurs. Hein. Je sais qu'il y a des spécialistes de la navigation aérienne dans la salle. Cet angle-là n'a pas de secret pour eux. Donc, c'est l'angle qui vous dit quel est l'écart qu'il y a entre la direction de votre regard, d'une certaine manière, la posture où vous êtes, et puis la direction où vous devez aller, là-bas. D'accord ? Donc, c'est cet angle psi. Bon, eh bien, on le met comme un facteur minimisant, et puis on va faire un protocole. Alors, un nouveau protocole, puisque on voudrait rendre compte de ce qui se passe, non pas pour des locomotions à long terme, mais aussi dans un voisinage. Alors, donc, c'est ce qu'on a fait. On fait des nouvelles campagnes expérimentales, vous voyez, où on part d'ici, on voudrait aller là, et on demande au sujet de faire ça. Donc, c'est des nouveaux... Donc, alors là, vous avez vu qu'on a pas mal simplifié les balises. Hein, il en a très peu sur le corps. En fait, elles sont principalement sur les épaules, puisqu'on ne s'intéresse plus qu'aux repères épaules. Voilà, donc on enregistre plusieurs... voilà, c'est pour vous montrer comment se passe une séance ici d'enregistrement. Alors, vous avez vu aussi qu'on a supprimé l'arche ici. On est dans des espaces très petits et on définit la position au sol avec l'orientation au sol par la donnée d'une flèche hein, que le sujet doit atteindre. Voilà. Bien, et on fait ces différentes expériences. Voilà. Et puis, on va faire tourner maintenant, alors là, je ne rentre pas dans les détails, un algorithme numérique,
dit donc de commande optimale inverse, qui va essayer d'évaluer au mieux les paramètres, ces fameux paramètres d'expression sur le coût, qui sont donc les paramètres coefficients de U1 carré, coefficients de U2 carré. Bien, voilà ce qu'on obtient. C'est pas miraculeux. Enfin, c'est pas... Bon, mais simplement, là, on peut commencer à interpréter. Et l'interprétation, en fait, est la suivante. C'est que le fait que 1,2 soit inférieur à 1,7, même si ça ne semble pas énorme comme truc, signifie tout simplement qu'on préfère aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on va privilégier, la plupart du temps, aller de l'avant, ça veut dire le comportement non holonome. Le comportement qui fait que la direction de votre mouvement est dans la normale, à l'axe des épaules. Et on minimise psi, alors ça c'est intéressant, parce que ça confirme le rôle anticipateur du regard, mais à un niveau des variables qui sont uniquement sur les variables x, y et θ. Ici, j'ai plus la tête, j'ai plus rien, j'ai plus le regard. Simplement, en regardant ces variables-là, eh bien, comment ça doit s'interpréter, puisqu'on cherche à minimiser cet angle de gisement, ben, c'est tout simplement qu'on tend à regarder où on va. C'est-à-dire, on se met dans la direction du but. Mais on se met dans la direction du but, et vous voyez bien que là, il y a une subtilité, parce qu'on ne le fait pas de manière... on ne fait pas ça, seulement ça. On ne se met pas dans la direction du but, et puis on va au but, ce qui produirait ce mouvement-là. On se met dans une combinaison très subtile des vitesses linéaires et des vitesses angulaires qu'il y a ici, qui vont vous permettre justement ce rôle d'anticiper la courbure. Donc vous avez d'une certaine manière, là, vous avez une loi qui va vous permettre de prédire les trajectoires que vous allez utiliser. Alors, encore une fois, voilà, en résumé de cette étude, on peut dire que le comportement holonome apparaît seulement lorsque le but est près du départ. Vous voulez aller de l'évier au placard, d'une certaine manière. Et ce modèle-là a comme intérêt qu'il unifie les comportements holonome, non holonome. Donc vous avez un seul modèle qui rend compte des deux comportements. Mais surtout, et c'est là qu'on fait le lien avec la robotique, c'est-à-dire que là, finalement, on s'est intéressé aux sciences de la vie, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui préludait à la formation des trajectoires locomotrices. Et exprimé comme ça, vous avez un modèle au sens du modèle d'ingénieur. Eh bien, ce modèle-là, vous allez pouvoir tout bêtement l'appliquer sur les robots humanoïdes. Quand cette petite fille, on lui demande d'aller quelque part de cette position-là à cette position-là, qu'elle est en train de réfléchir en utilisant les principes du maximum, etc., d'optimiser, puis qu'elle dit non, c'est pas comme ça que je veux y aller, c'est comme ça, ou bien que pour aller de là à là, elle va choisir d'y aller comme ça. Bon, elle résout, elle optimise quelque chose sans le savoir, d'une certaine manière, c'est ce qu'on a essayé de comprendre, mais si on arrive à comprendre ça, bien, on pourra l'implanter directement sur le robot, et si on dit maintenant à un robot d'aller de cette position-là à celle-ci, c'est-à-dire sortir de la pièce par là, eh bien, on va prendre maintenant le problème de commande optimale directe, par exemple un algorithme d'optimisation numérique classique, là l'ingénieur il sait faire, pour conduire cette trajectoire, et puis pour la faire exécuter donc, au robot HRP2 que vous avez ici. Et c'est pour ça que finalement on va produire des trajectoires qui sont moins robotisées, qui sont plus naturelles. Voilà, je n'ai pas voulu utiliser le mot humain, qui sont plus naturelles, naturelles à l'œil. Si vous lui demandez d'aller de là à là, pareil, voilà les résultats que ça va donner. Donc vous avez des mouvements qui sont relativement naturels. Et ce fameux problème ici où la distance est relativement éloignée, eh bien vous allez tout simplement faire un pas de côté pour atteindre le but de manière complètement naturelle. Et si les trajectoires sont un peu éloignées, bien, vous voyez ici, c'est quasiment le même problème qu'ici, mais simplement cette distance-là, alors le facteur d'échelle n'est pas respecté ici dans le transparent d'une diapositive à l'autre, c'est beaucoup plus éloigné, mais ici, vous allez voir, vous avez la place et vous allez, de manière naturelle, vous comprenez l'idée, l'idée c'est si je dois aller de là, oubliez ce que je suis en train de faire là, à là, eh bien je vais y aller de manière assez naturelle comme ça, mais si je dois aller à cette position avec la même orientation ici, je ne vais pas y aller comme ça, là, je vais tout simplement y aller de manière assez naturelle comme ça, et puis arriver
de cette manière-là. Mais c'est le même modèle, le même coût qui vous produit toutes ces trajectoires différentes. D'accord? Bien. Alors voilà, ça conclut la partie donc étude un petit peu. Alors il reste beaucoup de travaux à faire dans ce domaine-là. Là, j'ai que esquissé un certain nombre de résultats qui sont récents. Maintenant, je voudrais passer à ça. Donc à la pure imitation, à se dire, bon sang, là, on est en train de passer des heures à comprendre comment faire marcher un robot humanoïde, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Depuis le temps qu'on voit les Blanche-Neige et les 7 nains, qu'on voit les Bambi courir dans la forêt, les dessins animés, c'est époustouflant de vérité. Hein, bon sang, comment ils font? Ben oui, ils font image par image. Oui, mais avec les technologies modernes, maintenant, quand même, ben, ils continuent à faire image par image dans les dessins animés. Ou si vous prenez des technologies alors un peu plus modernes, comment ils font, comment a fait Spielberg là, pour son Tintin, eh bien, vous regardez sur des sites et vous allez trouver, voilà, voilà Tintin là, qui est en train de se déplacer, qui est tiré par Milou ici, vous voyez. Ben, c'est tout simplement, il est équipé de motion capture, et on rejoue la scène en habillant ça de graphiques géométriques et tout. C'est de la pure imitation, il y a zéro compréhension des phénomènes neurophysiologiques, cognitifs qui préludent à la génération des trajectoires locomotrices. Pixar, Sony Pictures, ils s'en fichent éperdument. Hein. Là, eux, c'est produire rapidement un mouvement réaliste et en utilisant des technologies qui permettent d'imiter. Alors, mais essayons de réfléchir un tout petit peu. Donc. Ils imitent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont changer de scène, il va falloir qu'ils réenregistrent. Alors que moi, dans ma problématique de roboticien, je voudrais faire un système qui soit un petit peu autonome. Avec la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une méthode complètement générique. Je veux aller de là à là. Ce n'est pas une trajectoire particulière. Je peux engendrer toutes les trajectoires, tous les cas qui peuvent se poser à moi. D'accord? Donc, j'ai essayé de bâtir la commande d'un système. Je voudrais un système qui soit commandable, à qui je dis va là-bas, mais je ne veux pas réenregistrer la trajectoire à chaque fois. Oui? Bien, ça, c'est une question qui est légitime, qu'on s'est posée. Dès qu'on a voulu, alors c'était au début des années 2000, essayer de commander des petits avatars comme ça, on s'est dit, bon, ben, on est des bons mécaniciens, on est des roboticiens, on va essayer de faire ça en utilisant des outils de commande. Et on y est parvenu. On y est parvenu. Simplement, les mouvements qu'on obtenait, c'était des mouvements à la robotique, si vous voulez, qui n'avaient aucun naturel. Aucun naturel. Il manquait... Non. Donc la problématique là, qui s'est posée à nous, c'est, bon sang de bonsoir, comment on pourrait hériter du caractère naturel des trajectoires enregistrées, mais en même temps en maintenant notre ambition de faire un système commandé. C'est-à-dire, je voudrais pouvoir piloter Tintin au joystick. Vous voyez la différence entre faire un film comme ça, où vous êtes tranquillement en train de regarder ce film dans votre fauteuil et tout, vous ne pouvez pas intervenir. Hein? Mais imaginez maintenant que vous ayez la manette pour guider Tintin. Alors, bien sûr, vous allez me dire, les jeux vidéo, ça existe et tout, on peut revenir là-dessus. Ce sont des séquences de mouvements enregistrés, etc., où vous prenez des états discrets qui sont donnés à partir de la console de jeu que vous utilisez. Donc, c'est des séquences, ce sont des automates à état fini. Non, on voudrait faire ça beaucoup plus dans le continu. C'est-à-dire vraiment pouvoir régler tout ça. Donc notre ambition, c'est ça. C'est comment passer d'un mouvement capturé à un mouvement commandé.
D'accord? Alors, je voudrais vous montrer un petit peu la chose, somme toute, relativement simple. Là, ce n'est qu'une question d'ingénieur. Hein, souvenez-vous, je vous ai présenté ça sous la forme de la tension, comprendre et puis faire. Là, dans cette dernière partie, on va faire que faire. Je veux dire, ça ne nous donnera rien pour nous amener à un degré de connaissance sur la forme des trajectoires locomotrices. En revanche, ça sera très efficace. Alors, voilà comment ça marche. Vous allez commencer par enregistrer une base de données de mouvement, mais qui ne sont pas n'importe quel mouvement. Vous allez demander à un sujet de faire des arcs de cercle, des segments de droite, et uniquement ça, à une vitesse de confort relativement constante. Relativement constante. Lent, moyen, rapide, par exemple. Arc de cercle et segment de droite, vitesse constante, ça veut dire que le oméga, la vitesse en rotation, sera constante aussi. Le rapport des vitesses linéaires et angulaires étant constant, ça donnera bien un arc de cercle. Bien, donc c'est un protocole très, très spécifique ici, qui n'a rien à voir avec le précédent protocole. Donc vous enregistrez comme ça des captures de mouvement suivant des trajectoires. Alors pour les ranger, bien, vous allez les ranger dans un espace V oméga, vitesse linéaire et vitesse angulaire ici, et dans cet espace-là, il est complètement naturel, d'après ce que je viens de dire, que les captures de mouvement apparaissent comme des points, puisque ça a été vitesse linéaire constante, vitesse angulaire constante. Donc ce sont des points dans cet espace-là. Très bien. Alors maintenant, vous travaillez un petit peu ces captures de mouvement. Alors là, vous revenez à la notion de posture. Quand je marche comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une variation angulaire de l'angle de mon épaule droite, qui suit une certaine fonction. Vous enregistrez cette fonction. L'angle du coude, c'est pareil. Alors, il y en a combien à peu près? Ben, pour ceux qui ont suivi, il y en a une trentaine. Hein, généralement, on regarde les 30 degrés, on ne regarde pas l'angle du petit doigt, en fait, etc. Hein. On prend les grandes variables articulaires qui vous définissent la posture dans l'espace. Donc, il y en a une trentaine. Donc, à chaque capture de mouvement, vous avez une trentaine de fonctions, hein, qui sont des fonctions cycliques. Hein, vous faites toujours ça. Là, pareil, on fait toujours ce mouvement-là avec les jambes. Bon, ben, vous les exprimez dans une base de Fourier, c'est-à-dire très simple, vous faites une expansion là, que vous tronquez à un moment donné, vous les approchez. Hein, pour pouvoir les travailler, vous les approchez, et vous en extrayez les composantes principales, hein, les caractéristiques de ces fonctions-là. Et puis vous en prenez un nombre fini. Ben, ça y est, tout est fini, c'est bon. C'est-à-dire que pour chaque point ici, que vous avez là, c'est-à-dire chaque capture de mouvement que vous avez synthétisé à ce point-là, vous avez une trentaine de fonctions caractérisées par 5-6 paramètres. Oui? Alors maintenant, vous voulez avoir un système commandé, c'est-à-dire vous entrez dans votre système une vitesse désirée linéaire et une vitesse désirée angulaire, qui n'a jamais été enregistrée, celle-ci. Donc, pardon, vous avez pris la précaution de ranger toutes ces captures de mouvement ici comme des points. Là, vous prenez une vitesse désirée linéaire et angulaire qui n'a jamais été enregistrée. Vous regardez où elle tombe. Elle tombe quelque part par là. Elle a une certaine valeur. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est dommage, parce que vous n'avez pas de mouvement enregistré qui correspondent à ça. Mais là, par des petits calculs de géométrie algorithmique, alors souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi le cours méthode déterministe de planification de mouvement, on a évoqué l'algorithmique géométrique, hein, la géométrie algorithmique. Eh bien, vous allez construire cette merveilleuse structure de données qu'on appelle une triangulation de Delaunay, qui vous permet de situer très rapidement dans l'espace la position d'un point par rapport à ses plus proches voisins. Et il y en a toujours 3. Voilà. Donc vous avez, ça vous dit, donc par un petit raisonnement géométrique très simple, ça vous dit que les captures de mouvement les plus proches sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis vous avez ici donc un point qui est très précis, vous pouvez calculer ses coordonnées barycentriques. Vous calculez ces coordonnées barycentriques, vous les appliquez pour faire de l'interpolation sur les principales, et vous avez
une nouvelle animation, de manière frame par frame, enfin, image par image. Hein, vous faites du Walt Disney image par image, vous pouvez là, et vous sortez à l'instant T une nouvelle posture. D'accord? Voilà, c'est la méthode d'animation graphique, hein, ingénieur et tout, et voilà ce que ça donne. Ce mouvement-là n'a jamais été enregistré. C'est le mouvement d'un petit personnage qu'on est en train simplement de contrôler en lui spécifiant à chaque instant sa vitesse linéaire et sa vitesse angulaire. Et si vous avez des petits accros, c'est plus à cause de la vidéo sur le PowerPoint hein, que des effets de bord. Vous pouvez faire des transitions assez lisses entre la marche et... voilà. Alors, c'est très frustrant parce que vous allez me dire, mais ça, on l'a vu partout dans les jeux vidéo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les jeux vidéo, vous avez des séquences d'enregistrement. Ici, c'est vraiment la maîtrise du continu. Hein. Alors, quel est notre rapport par rapport aux jeux vidéo? Ben, peut-être pas beaucoup. Mais souvenez-vous qu'à partir du moment où vous avez un mouvement commandé comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la planification de mouvement et planifier le mouvement de petits avatars. Hein, pour ceux qui ont vu les autres cours, où vous aviez la possibilité d'éviter des obstacles et tout ça. Bien. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire ici, c'est que finalement, une des phrases extraites un peu de ma leçon inaugurale, c'est que le roboticien bénéficie des principes qui régissent l'autonomie du vivant tout en essayant de contribuer à leur étude. Alors, je vous ai dit, il reste encore beaucoup de problèmes à aborder. Et en particulier, il y a un problème qu'on n'a pas abordé, c'est la commande effective du robot humanoïde. Et là, je vous invite à venir voir en direct, donc, dans le cours additionnel du 2 avril, où HRP2 sera ici devant vous, où on vous expliquera le système de commande de la locomotion d'HRP2 et où on pourra discuter les modèles de neurophysiologie qui nous disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et effectivement, là, il y a des très, très jolis débats. En deux mots, pour ne pas déflorer ce qui sera évoqué donc, dans ce cours additionnel du 2 avril en présence du robot, c'est que le modèle de commande que vous avez en gros du robot humanoïde part, vous voyez, du sol vers la tête, tout repose sur le contrôle d'un point particulier ici qu'on appelle le zero moment point, à travers un modèle de commande extrêmement astucieux qui a été introduit par le docteur Kajita de la IST il y a quelques années, et qui est radicalement opposé à des principes qu'on a vus dès le début, là, où vous avez, et qu'on a pu toucher du doigt par le rôle anticipateur du regard et de la tête, qui consiste à dire que c'est une approche top-down, enfin de la tête vers les pieds qu'il faut utiliser pour faire en sorte que les robots humanoïdes soient le mieux contrôlés. Donc on évoquera tout ça dans le cours du 2 avril. Et juste avant de conclure, tout simplement pour vous rappeler que le cours de la prochaine fois donc, portera sur des aspects qui sont beaucoup plus innovation, donc correspondent vraiment à l'intitulé de cette chaire, dans la mesure où moi je vous ferai un cours sur la valeur du mouvement en prototypage virtuel, mais la valeur ici exprimée en euros. Hein, c'est la valeur marchande, hein, c'est comment on peut vivre du mouvement, comment une entreprise donc, que j'ai créée en 2000 vit encore du mouvement, et c'est-à-dire quelle est la valeur ajoutée hein, de ces techniques-là et comment s'est déroulé le processus de valorisation de certaines techniques qu'on a vues en cours. Donc ça sera vraiment le processus d'innovation. Et je serais très heureux donc d'avoir l'intervention de Bruno Messonnier, qui est le président directeur général de Aldébaran Robotique, qui parlera donc des stratégies de développement en robotique humanoïde. Comme vous le savez, c'est celui qui diffuse le petit robot Nao. Je vous remercie pour votre attention.